Les rencontres d'options, la revue de l'UGIC CGT, Clément Olivier. Été 2026, en toute transparence, travailler l'égalité. 3 tables rondes à podcaster, enregistrées en public au Théâtre Traversière à Paris. Pour préparer ces rencontres, figurez-vous que je n'ai pas fait que lire Options et lire les travaux de nos invités. J'ai aussi regardé un film des années 70 en chaussant des lunettes particulières. Ce film, c'est Kramer contre Kramer, fiction new-yorkaise de la fin des années 70 avec Dustin Hoffman et Meryl Streep, qui a beaucoup marqué en son temps. Alors je dois quand même vous dire que le film est logiquement assez daté sur un certain nombre d'aspects, sa représentation hégémonique du masculin, du père héroïque, etc. Mais il met en scène formidablement la chose suivante et qui va nous préoccuper dans cette table ronde. Le personnage de Meryl Streep, il se trouve qu'elle est en couple donc avec celui de Dustin Hoffman, elle le quitte, elle lui laisse leur enfant. À partir de là, Dustin Hoffman, cadre créatif et hyper actif dans son travail, se met à progressivement prendre en charge sa paternité. Et au fur et à mesure qu'il s'investit et se lie d'une nouvelle façon à son fils, eh bien, sa carrière dévisse, son chef le lâche, et il finit par devoir changer de travail en étant nettement moins bien payé. Si cette situation vous dit quelque chose, c'est évidemment parce que ce sont, en 79, mais encore aujourd'hui, le plus souvent, et oui, c'est l'inverse, les femmes qui subissent en réalité ce sort, et pas Dustin Hoffman. C'est de tout ça qu'on va parler dans cette 3e et ultime table ronde, de tout ce qui se passe quand, on va dire, on sort du bureau ou de l'atelier. Quoiqu'avec le télétravail, ça peut se chevaucher, parentalité, travail domestique, travail gratuit, charge mentale, aidants qui sont surtout des aidanteux. Bref, femmes et responsabilités, un jour sans fin pour cette discussion. On accueille Agathe Le Berder, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale adjointe de l'UGIC CGT, vous avez été récemment élue au bureau confédéral de la CGT. Sophie Pochic également avec nous, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Sociologue, directrice de recherche au CNRS, citons également la revue Travail, Genre et Société dont vous êtes membre, rare revue, il faut le dire, académique en accès libre. Et enfin Hélène Garner, bonjour. Bonjour. Directrice des études de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, et de métier, vous êtes économiste et docteur en sciences de gestion, puis je précise que vous continuez d'ailleurs d'enseigner à Dauphine. Merci à vous 3 d'être sur ce plateau. Agathe Le Berder, pour commencer, est-ce que vous diriez que l'époque est marquée par, on va dire, un paradoxe entre une grande évolution de la société sur les attentes, le rapport aux inégalités femmes-hommes, et en même temps un important maintien de ces mêmes inégalités ? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut qu'on mesure collectivement le moment de transformation profonde qu'on est en train de vivre actuellement, à la fois dans le monde du travail et singulièrement chez les ingénieurs cadres techniciens, donc qu'on appelle les salariés qualifiés à responsabilité. Dans le précédent débat, Anne-Marie Mandibourg a parlé de bombe de la discrimination. Moi, je pense qu'on est dans un moment où on atteint le détonateur de la bombe et là, on va pouvoir vraiment traiter au fond ces questions. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit à d'autres moments, on voit une hausse du nombre de femmes diplômées. Elles sont beaucoup plus diplômées que les hommes. Il y a 85% des filles qui ont le bac contre 75% des garçons. Elles sont plus diplômées aussi de l'enseignement supérieur. Elles sont 57% à être diplômées de l'enseignement supérieur contre 47% des garçons. Et ce qui génère mécaniquement la hausse du nombre de femmes parmi les cadres et les professions intermédiaires. Donc, on l'a dit, elles restent minoritaires chez les cadres aux alentours de 40%, mais elles sont largement majoritaires chez les professions intermédiaires à 56%. Il y a aussi une situation qui est inédite dans la société à cet égard et dans le monde du travail. Dans la société, la progression des idées féministes, notamment sous l'influence du mouvement MeToo qui va bientôt fêter ses 10 ans. On voit que les jeunes femmes ont un rapport au féminisme, aux questions d'égalité beaucoup plus prononcé que les jeunes hommes d'ailleurs. Ça a fait l'objet d'un rapport du Haut Conseil à l'égalité. Aussi un accès à l'autonomie financière qui se développe, qui fait que quand on tient des métiers qualifiés, qu'on est un peu mieux payé, qu'on a accès à une protection sociale de haut niveau, on peut plus s'émanciper individuellement, y compris divorcer, se séparer d'un conjoint violent, mais aussi, par exemple, faire des projets parentaux solo. C'est le cas avec de plus en plus de femmes, notamment dans nos catégories, qui ont des projets
de PMA seuls. Et dans le monde du travail, on voit un choc frontal entre ça, toutes ces nouvelles aspirations qui sont aussi portées par la hausse du niveau de qualification et la culture de l'entreprise qui n'est pas du tout prête à accueillir cette nouveauté. Évidemment, le présentéisme qui est toujours très fort dans les entreprises, avec des modes d'organisation du travail qui favorisent ça. Le forfait jour chez les cadres et professions intermédiaires est évidemment très développé. C'est plus d'un cadre sur deux désormais qui est au forfait jour, mais aussi des modes d'organisation du travail qui sont encore très sexistes pour nos catégories, des réunions qui sont organisées tard le soir, des after-work qui déterminent si oui ou non tu auras la promotion après, est-ce que tu participes ou pas au séminaire d'entreprise, parce que si tu le fais pas, tu seras mal vu et tu n'auras peut-être pas ta prime. Et en même temps, une aspiration très forte des femmes de ces catégories à un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un sondage tous les ans depuis 10 ans à l'UJCGT, qu'on fait à la fois sur les cadres et les professions intermédiaires. À chaque fois, on leur demande quelle est votre priorité dans votre vie professionnelle. Et systématiquement, la question de l'équilibre vie pro-vie perso tient la première place ou la deuxième place. Récemment, les questions de salaire sont quand même beaucoup remontées. Et puis une aspiration à bénéficier d'un droit à la déconnexion. C'est une revendication qui monte progressivement dans nos baromètres, avec une nécessité de pouvoir séparer. Pour les femmes ICTAM, en fait, avoir une vie de famille et une carrière, c'est une mission impossible aujourd'hui, parce que les tâches ménagères sont toujours assumées majoritairement par les femmes, parce que y a d'ailleurs de très bonnes données de l'APEC, peut-être qu'Hélène va les présenter. Et je tiens à remercier d'ailleurs le travail formidable de l'APEC en matière d'égalité professionnelle, puisque ces dernières années, on a bénéficié de nombreuses productions très riches sur ces questions, et on voit, y compris que dans ce cadre, ces productions peuvent parfois être attaquées par le patronat. Pas plus tard que la semaine dernière, au conseil d'administration, le MEDEF a cherché à faire en sorte que les webinaires sur la directive transparence salariale à destination des entreprises n'aient plus lieu, alors que ces webinaires étaient très demandés par les entreprises depuis qu'ils ont été lancés par l'APEC en octobre. Évidemment, ça a été refusé par les organisations syndicales, mais heureusement que l'APEC est là pour faire la lumière sur ce que traversent les femmes de l'encadrement en ce qui concerne leur vie professionnelle. Et on voit par exemple dans une étude récente que elles sont 44% à s'occuper d'un enfant malade contre 16% des hommes cadres, par exemple. Il y a une étude qui est très intéressante qui parle aussi de déni de la normalité de la maternité chez ces catégories. Toutes ces choses ont conduit l'UJICT à lancer une grande campagne sur ces questions en 2018 qui s'appelait la campagne Vie de mère, pour ceux et celles qui l'ont suivi. Avoir une carrière et une vie de famille, c'est toute une histoire. En gros, c'était ça la thématique de la campagne. Elle était principalement axée sur des remarques, des témoignages de remarques entendues par les femmes cadres et professions intermédiaires sur leur lieu de travail en lien avec ce soupçon de maternité qui a été évoqué un peu plus tôt, mais aussi ce plafond de mère qui a été présenté par Rachel Silvera. Puisque l'APEC a été citée, Hélène Garner, parlons-en justement de cette grande étude de l'année dernière publiée sous votre direction sur la parentalité chez les cadres, menée à partir des réponses d'environ 2000 personnes. Rappelons évidemment que l'APEC est un organisme paritaire. Plusieurs conclusions, dont le fait que les cadres, parents d'enfants, alors quand vous parlez de parentalité, c'est dans cette étude, c'est sur des enfants mineurs, qui soient biologiquement parents ou pas d'ailleurs, et que donc plus de difficultés à concilier la vie professionnelle et personnelle, sauf que c'est surtout sur les femmes, comme ça vient d'être dit, que reposent ces conciliations, Hélène Garner. Oui, merci. Donc effectivement, on a sorti en septembre dernier une première étude. Alors c'est une étude effectivement ponctuelle, donc on verra si on l'a reconduit, mais qui nous permet d'avoir une photographie aujourd'hui de la manière dont la parentalité est vécue chez les cadres. Sans surprise, la présence d'enfants et a fortiori de jeunes enfants, c'est toujours une source de tension pour les parents qui travaillent. Ça, l'enquête famille-employeur dont Sophie va parler ensuite le montre, et voilà l'évolution. Enfin, les enquêtes se suivent et se ressemblent de ce point de vue-là. Et les cadres ne sont pas épargnés. Et donc, c'est ce que montre notre étude, c'est que les parents ou les cadres parents d'enfants mineurs, ils ont plus de difficultés à concilier leur travail et leur vie personnelle, et c'est davantage source de tension.
Alors, le chiffre global, c'est 37% des cadres parents d'un ou plusieurs enfants mineurs déclarent rencontrer des difficultés. C'est 10 points de plus que les autres cadres. Les autres cadres, ils peuvent être soit non-parents, soit parents d'enfants majeurs. Mais c'est vrai que dans les faits, cette parentalité, elle affecte surtout les mères cadres. Pourquoi ? Des facteurs bien connus. La charge domestique leur incombe majoritairement, 55% contre 17% pour les pères cadres. Leur journée de travail est davantage délimitée par les contraintes de la parentalité, le rythme des enfants, et c'est ce qu'évoquait Agathe tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité d'aller à des after-work ou des réunions plus tard le soir, dont on sait que c'est aussi des effets réseau qui peuvent ouvrir des opportunités, elles y vont moins. Donc elles sont aussi plus nombreuses à déposer les enfants le matin et à les récupérer le soir. Donc là aussi, des journées de travail plus encadrées par le rythme parental. Et puis, elles assument aussi davantage les imprévus. Enfants malades, défaillance du mode de garde, école fermée pour cause de canicule. Et donc ça, évidemment, ça pèse sur l'organisation de leur travail et sur leur évolution professionnelle. Un chiffre important, 50% des mères cadres déclarent que ce sont elles qui s'occupent le plus souvent de leurs enfants malades, contre seulement 18% des pères cadres. Donc on voit que la parentalité, elle repose toujours plus sur les épaules des mères, y compris chez les cadres. Agathe Le Berner, une réaction à ce qui vient d'être dit ? Oui, ces chiffres, ils sont très éclairants. Il y a une autre problématique qui se révèle aussi chez les femmes, ça a aussi été évoqué un peu plus tôt, mais c'est la question de l'aidance, avec les ascendants notamment. Et en fait, déjà, au vu de la situation actuelle, la bascule démographique qu'on est en train de connaître et l'état des services publics et des métiers chargés de pouvoir aider les personnes qui perdent en autonomie est terrifiant. Donc, de plus en plus, les familles vont devoir prendre en charge ces questions-là. Mais en gros, moi j'ai l'impression qu'il y a 3 temps dans la vie d'une femme qui est salariée qualifiée à responsabilité. Vers 30 ans, en gros, elle a son premier enfant, donc elle doit s'en occuper jusqu'à ce qu'il ait 20 ans, il s'en va. Mais à partir de là, ça bascule, elle doit s'occuper de ses parents. Et puis après, 10 ans plus tard, elle doit s'occuper de ses petits-enfants. Et le cycle infernal ne se termine jamais. Effectivement, elle n'est pas obligée de le faire. C'est ce que j'entends dans la salle. Mais ça a évidemment un impact majeur sur leur santé mentale notamment, avec une exposition accrue à des risques psychosociaux, parce que la charge nerveuse, la charge mentale est intenable. D'ailleurs, récemment, l'UGICT a publié, suite à la rédaction de notre stagiaire Chloé, un article sur la question de la santé des femmes au travail, des femmes ingénieurs, cadres, techniciens. Et puis, la CGT porte la nécessité d'avoir un document unique d'évaluation des risques genrés. C'est une obligation dans la loi depuis 2014. Et prendre en charge ces risques qui sont induits aussi par l'impact de la vie professionnelle sur la vie, de la vie personnelle, sur la vie pro, serait important. Un autre chiffre qui était intéressant dans une étude de l'APEC qui date de plusieurs années, c'est que une femme cadre sur 2 renonce à un rendez-vous médical contre un homme cadre sur 3 au vu de la pression qu'elle a à la fois dans sa vie pro et sa vie perso. Et peut-être pour continuer sur ce que je trouve intéressant dans la période qui montre là les transformations qui sont en cours, c'est les stratégies individuelles des femmes pour faire face à ça, des femmes ICTAM. D'abord le télétravail. C'est une source d'équilibre vie pro, vie perso. Et on le retrouve dans l'enquête de l'APEC d'ailleurs. Ah, ok. C'est pas étonnant qu'il soit plébiscité du coup par nos catégories. Ce qu'on sait, c'est que on a un observatoire du télétravail à l'UGICT qu'on a lancé en 2022. Et dans la première étude qu'on a publiée en 2023, le mot qui revenait le plus souvent dans les petits commentaires, c'était machine à laver. Parce qu'en fait, les femmes qui étaient en télétravail disaient que ça leur permettait, le télétravail, de faire leur machine à laver en semaine. Donc ça disait beaucoup de comment ce mode d'organisation du travail leur permet d'articuler vie pro, vie perso. Et puis aussi, il y a un deuxième élément, il y en a 3 en tout, c'est, je pense, le retardement de la première grossesse, qui est aussi permis par des politiques publiques aujourd'hui qui le permettent, notamment toutes les politiques publiques de préservation de la fertilité qui ont été mises en place depuis 2021. Et puis, le dernier aspect, c'est l'organisation collective. Tout à l'heure, dans la salle, on a entendu une syndicaliste de la fonction publique qui disait « on s'organise récemment, on veut gagner les élections ». Et on veut parler d'égalité pro, parce que c'est le sujet principal. Eh bien, je pense que
c'est ce qui se joue aujourd'hui dans la société, une volonté aussi des femmes, notamment qualifiées, de s'organiser pour défendre leurs droits. Sophie Pochic, un mot pour compléter tout ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'on peut dire en 2026 de cette répartition asymétrique du travail parental et domestique, à la fois ce qu'il y a de commun aux femmes et ce qu'il y a de différent entre les cadres et non-cadres? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on vient d'avoir en début de semaine la publication des résultats de l'enquête qui s'appelle Famille et employeurs, qui est réalisée par l'INED et qui porte sur 41 000 personnes. Et il y a un volet aussi employeurs, 9 000 employeurs publics et privés sur lesquels on a posé des questions. Enfin, l'INED a posé des questions sur les politiques en matière de parentalité. Et donc ça confirme tout ce qui a été déjà dit, c'est que s'il y a eu une révolution féministe sur la hausse du taux d'activité des femmes et la situation de couples biactifs, qui est particulièrement la situation des cadres, c'est un peu moins le cas dans des couples de non-cadres, il n'y a pas eu de révolution masculine du côté d'un investissement égalitaire dans le travail domestique et parental. Et donc, il y a toujours cette division genrée. Par exemple, dans l'enquête, il y a simplement 20% des couples qui déclarent une organisation égalitaire. Et les couples où les hommes disent participer davantage, c'est vraiment très minoritaire, c'est simplement 9%. Et en plus, sur le travail domestique, il y a des tâches qui demeurent davantage féminines, particulièrement le linge, par exemple, ce qui explique cette prégnance du fait que le télétravail est aussi utilisé pour s'occuper du linge, et surtout les femmes restent beaucoup plus responsables du travail d'organisation, du travail de santé et de gestion des imprévus comme la maladie des enfants, et donc ce qui explique le besoin notamment de jours enfants malades. Sur cette question de la tension entre vie professionnelle et vie privée, vous m'enjoignez à faire des comparaisons entre les cadres et les non-cadres. C'est vrai que cette enquête montre aussi que les conditions de travail et d'emploi jouent différemment suivant les groupes sociaux. C'est-à-dire que pour les cadres, mais c'est comme pour les indépendants, en fait, c'est le fait d'avoir des longs horaires de travail. Donc cette norme de la disponibilité extensive qui est toujours en présentiel, notamment, vous l'avez dit, le soir pour tous ces travails de réseau, et puis cette norme de l'évaluation de la performance à la présence. Les débordements du travail sur la vie privée, avec le télétravail, en fait, on travaille davantage, on régule moins ses horaires. Ça augmente les facteurs de risque psychosociaux, mais les cadres travaillent sur des horaires relativement standards et peuvent mobiliser le télétravail pour reprendre un petit peu d'autonomie, donc pour jongler. Et notamment les femmes cadres, c'est elles qui disent davantage avoir besoin d'utiliser le télétravail pour articuler, et notamment plus le mercredi. Alors que les moins qualifiés sont exposés au travail itinérant, aux longs horaires, aux longs trajets, domicile-travail, aux horaires atypiques et à l'impossibilité d'accéder au télétravail. Par contre, le temps partiel est souvent, alors il est évidemment imposé, mais il permet aussi, pour certaines, si c'est pas associé à du travail atypique, des horaires atypiques, de réguler. Donc ça, c'est une dimension à prendre en compte. Et dans cette enquête avec l'enquête famille et employeurs, on peut aussi comparer entre les cadres, entre femmes et hommes, quel est l'effet du travail parental et domestique. Donc j'ai parlé du travail domestique. Travail parental, on a la même chose. On a des pères cadres et diplômés qui veulent davantage participer. Donc il y a vraiment un ethos égalitaire, mais ils disent davantage vouloir participer qu'ils ne participent en réalité. Ils participent plutôt au premier enfant, sur certains types d'activités, notamment le week-end ou les loisirs, et ils participent. Il y a une chute de la participation à partir du deuxième et surtout du troisième enfant. Et ça, c'est là qu'on voit vraiment un effet dissymétrique.
entre les carrières des pères cadres et des mères cadres. Et donc, on a pu retester ce que Catherine Marie avait déjà testé. C'était le fait que les hommes dirigeants sont dans des configurations familiales beaucoup plus traditionnelles que la moyenne des cadres. Elle avait appelé ça le mystère des pères qui gagnent. En fait, si vous regardez les cadres supérieurs qui se conforment à ces normes de mobilité géographique répétée, d'expatriation, de surtravail, eh bien, ils ont souvent sacrifié la carrière de leur conjointe, ou ils sont dans des couples aux valeurs plus traditionnelles, et donc avec une femme qui s'est mise au service de leur carrière. Et donc, les dirigeants ne sont absolument pas égalitaires quand on le regarde dans leur sphère intime et privée. Et ça peut participer aussi de ce maintien, de cet aveuglement des directions à cette question de l'articulation travail-famille, alors que du côté des femmes cadres, alors elles réussissent à neutraliser, contrairement aux femmes non cadres. C'est-à-dire que les femmes cadres peuvent avoir 3 enfants et réussir à continuer leur carrière, même si elles vont éventuellement ne pas accéder aux plus hautes responsabilités, alors que du côté des femmes non cadres, avoir 3 enfants, c'est très souvent être passé à temps partiel, voire s'être retiré de l'activité, parce qu'elles sont face à des organisations du travail qui ne leur permettent absolument pas d'articuler des horaires de travail beaucoup plus fixes, beaucoup moins d'autonomie. Voilà, en gros. Ce que vous décrivez sur les pères de familles nombreuses qui réussissent mieux leur carrière que les mères, que leurs homologues femmes, est-ce que c'est un travail androcentré, si on reprend l'expression de Maud Simonet ? Alors, on avait exploré ça de manière qualitative dans une enquête. Alors, sur le secteur public, sur les hauts fonctionnaires, et on avait pu montrer que c'est un peu plus complexe que ça, en fait, dans le sens où les organisations du travail n'ont pas changé, même s'il y a une féminisation des cadres. Et par exemple, dans la fonction publique, les cadres sont féminisés à plus de 50%. Mais il n'y a pas eu de changement des normes d'organisation du travail pour qu'elles soient plus conciliantes. Au contraire, on est même en période d'austérité, avec réduction des moyens, réduction des postes, qui fait que être cadre supérieur dans la fonction publique et même cadre moyen, c'est s'exposer à un surtravail très important. D'ailleurs, l'enquête famille et employeur souligne que les salariés du public disent davantage que leur employeur n'agit pas sur la question de la conciliation travail-famille. Donc, on a des hommes cadres qui finalement se conforment aux attendus, même si certains disent qu'ils aimeraient davantage participer, mais voilà, ils disent parfois « j'ai une femme exceptionnelle », c'est-à-dire au sens où elle s'est mise au service de leur carrière, et, par exemple en acceptant une mobilité géographique qui est bénéfique pour lui, mais pas pour elle. Ils savent très bien que c'est en décalage avec à la fois les aspirations égalitaires de leurs femmes et même la tendance générale à promouvoir des couples égalitaires. Par contre, du côté... mais on n'a vu dans les entretiens que nous avons réalisés, c'était des cadres supérieurs et des dirigeants, aucun homme qui a changé de choix de carrière autour de l'arrivée des enfants. Par contre, pour toutes les femmes, il y avait vraiment cette question de comment on fait, comment je vais faire. Rien que la question du congé maternité, c'est ça qui nous avait vraiment surpris. Le congé maternité semblait quelque chose qui était illégitime, avec des stratégies pour prévenir l'employeur quand on allait être enceinte, parce que ne pas être présente, c'était désorganiser le service, pour réussir à planifier ces grossesses entre les postes, pour ne pas avoir d'impact négatif sur l'organisation de travail, refuser
des formations sélectives en présentiel, comme par exemple l'ENA interne, qui demande de passer plusieurs mois en formation, mais il y a pareil pour d'autres types de concours internes. Refuser d'accepter cette mobilité qui est... en fait, il y a des postes exposés, notamment en termes d'exigences temporelles, qui vont être le moyen de se rendre visible et qui vont être un tremplin pour la carrière. Dans la haute fonction publique, c'est passer en cabinet ministériel. Et passer en cabinet ministériel, ça veut dire devenir nonne ou moine de l'État, mettre toute sa vie au service du travail. Et si certains disaient « ça va être compliqué, mais on s'organisera », elle disait plutôt « je ne suis pas prête à faire ce sacrifice-là, ne plus voir mes enfants », ou surtout, ça pourrait être un risque de divorce parce que la disponibilité des femmes pour leur famille est toujours une norme qui continue. Il y a un risque les pères absents pour leur carrière ne sont pas taxés de mauvais pères. Les mères absentes pour leur carrière ont un risque non négligeable d'être considérées comme des mères indignes par leur propre mère, leur conjoint ou la maîtresse d'école. Hélène Garner, est-ce qu'on peut faire un lien entre ce qui vient d'être dit et ce que vous montrez sur le télétravail dans l'étude parentalité de l'APEC avec une recherche d'autonomie pour réussir à gérer ces choses-là ? Oui, il y a pas mal de choses qui font écho. La question du télétravail, effectivement, et du temps, en fait. C'est ça qui traverse beaucoup de ces questions-là. Donc l'accès à l'emploi, effectivement, s'est féminisé chez les cadres, même si l'accès aux fonctions d'encadrement, notamment des plus grosses équipes, n'est pas encore égalitaire, et c'est évidemment en lien avec les normes organisationnelles des fonctions de management qui demandent beaucoup de disponibilité temporelle, des horaires étendus, et on a fait une étude sur la santé mentale des cadres et des managers, et on voit que le travail sous pression, les horaires donc étendus de travail, la faible déconnexion, penser à son travail tout le temps, travailler en dehors des horaires de travail, etc. Tout ça, ça fait partie aujourd'hui de la manière dont les managers sont organisés, et ça a un impact sur la santé mentale, j'y reviendrai. Mais donc voilà, ces normes-là de travail liées au management, elles sont très difficilement, voire incompatibles avec la charge de la parentalité. Donc, moins de femmes managers, moins de femmes notamment managers de grandes équipes. Alors le télétravail, ça a un effet ambivalent effectivement chez les cadres. Donc les cadres travaillent beaucoup plus que les autres catégories socio-professionnelles en télétravail, en bénéficient beaucoup plus, près de 70%. Et quand on interroge les cadres parents sur les mesures qui seraient les plus importantes à mettre en œuvre pour favoriser justement cette parentalité, ça ressort en premier, c'est la souplesse dans l'organisation du travail. Donc ça, c'est une demande forte des cadres pour mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie parentale. Ensuite, on a les autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité, notamment les jours pour enfants malades. Et puis, plus globalement, toutes les règles qui permettent de favoriser l'équilibre, comme l'absence de réunion après 18 heures, le blocage des mails et du réseau après une certaine heure, ou le droit à la déconnexion. Alors, dans les faits, 84% des cadres bénéficient d'une organisation du travail flexible. Donc, ce qui permet complètement de gérer la vie quotidienne et la charge parentale et notamment les imprévus. Mais cette souplesse organisationnelle, elle est à double tranchant. D'abord parce qu'elle est davantage prise en charge par les mères que par les pères qui en bénéficient autant, mais qui ne l'utilisent pas pour les mêmes fins. Oui, donc donc j'ai dit 84% des cadres disposent de la possibilité de s'absenter plusieurs heures de leur travail pour des raisons personnelles. Ce sont les mères qui s'en occupent en cas de contretemps, en cas d'enfant malade, de défaillance de mode de garde, etc. Donc la souplesse, elle est pour les deux parents, mais c'est les mères d'abord qui l'utilisent pour concilier leur vie professionnelle et leur vie parentale. Et puis, l'autre tranchant, c'est que ça génère une charge mentale, une pression qui déborde largement sur le temps personnel. Donc, je l'ai dit, 65% des cadres déclarent toujours ou souvent continuer à penser au travail en dehors des horaires de travail. Et 76% travaillent au moins ou souvent durant leur temps libre.
Donc cette extension du temps de travail, en fait, cette dilution des temps, elle est favorisée, portée par le télétravail. Donc c'est vraiment une ambivalence. Le télétravail est à la fois une source de flexibilité et une source de charge mentale. Et ça, c'est encore plus fort chez les managers qui sont davantage exposés à la pression et qui, quand ils ont des enfants mineurs, déclarent encore plus avoir des difficultés de conciliation et des tensions. Et donc cette question de la santé mentale... Juste une incise, on en avait parlé effectivement de ces enjeux de télétravail à des rencontres d'options il y a quelques années, précisément sur le télétravail, où si on prend la notion de double journée de travail, alors là, elle se passe simultanément et sur le même lieu. C'est ça que vous nous décrivez ? Effectivement, il y a un mélange des temps. Cette flexibilité organisationnelle, elle permet de travailler, d'aller chez le médecin, de revenir travailler, voire de travailler dans la salle d'attente du médecin, parce qu'on a aujourd'hui des outils numériques qui permettent d'être connecté tout le temps. Donc voilà, c'est une espèce de journée de travail en continu, ponctuée de gestion des tâches domestiques ou parentales. Et donc évidemment depuis le Covid il y a eu encore une accélération du télétravail et donc ça c'est une source de surcharge mentale et ça pèse sur la santé mentale des femmes. Très clairement, qui déclarent beaucoup plus que les pères ressentir de l'épuisement professionnel. C'est encore plus le cas quand elles sont à la tête d'un foyer monoparental, où 64% des mères déclarent ressentir de l'épuisement professionnel lié à la gestion des enfants. Donc ça, sur le point télétravail, il y a vraiment une ambivalence. C'est à la fois une réalité, une forte revendication des cadres aussi. Ça devient vraiment un pilier de l'identité cadre. On le voit évoluer au fil des interrogations. Et donc le télétravail, ils sont extrêmement attachés. C'est un gage d'autonomie aussi dans l'organisation de son travail qui est lié au statut cadre. Ça permet cette conciliation, mais en même temps avec cette ambivalence forte, notamment pour les mères en termes de surcharge et d'impact sur leur santé mentale. Agathe Le Berner. Oui, tout à fait. On est en plein dedans, puisqu'il y a eu cette semaine une mobilisation, il me semble, chez Airbus, par exemple, sur la question de la défense du télétravail, et elle se reconduit la semaine prochaine, puisqu'on voit des reculs sur ces questions dans de nombreuses entreprises. Ça démontre la nécessité d'un encadrement de cette pratique pour qu'on puisse éviter de subir ce type de reculs unilatéraux qui sont aujourd'hui organisés par les grandes entreprises. C'est la raison pour laquelle on milite à l'UGIC pour l'adoption d'une directive européenne sur le télétravail, qui est un travail qui est plutôt bien engagé si le patronat, par la voie du MEDEF, par la voie de son organisation Business Europe, ne continue pas à mettre des bâtons dans les roues dans ce projet de directive qui devrait advenir, et qui sera aussi un projet qui couvrira la question du droit à la déconnexion, qui a été intégré dans la loi en France grâce à la mobilisation très longue de l'UGIC qui a porté il y a déjà très longtemps cette revendication à partir des années 2010, mais qui n'est formalisée que par des chartes, donc non contraignantes aujourd'hui à l'heure actuelle, et donc c'est pas un droit à la déconnexion effectif. C'est ça l'enjeu, je pense, sur ces questions, l'enjeu syndical pour nous, c'est de faire en sorte qu'on puisse obtenir des politiques publiques et de la responsabilisation des employeurs sur ces questions, qui puissent répondre à nos problématiques, qui ne soient pas en termes de politique publique, ce que nous propose le président de la République, qui s'inquiète du taux de natalité en France et qui décide d'envoyer des courriers aux jeunes de 29 ans en leur demandant comment ça va la fertilité, alors qu'il ne répond pas aux problématiques de fond, c'est-à-dire l'intensification du travail, la durée du travail. La question de la canicule la pose clairement la nécessité de réduire le temps de travail. Enfin, là, la semaine de 4 jours est nécessaire pour qu'on puisse avoir le temps de concilier la vie pro et la vie perso. Évidemment, la question du niveau des salaires qui a été discutée dans les autres tables rondes est fondamentale pour les femmes. Quand on ne gagne pas assez, on est obligé de faire des heures supplémentaires pour pouvoir gagner plus. C'est mécanique. La question des politiques managériales aussi devrait faire l'objet d'un travail de fond. Il y a eu un rapport de l'IGAS paru il y a 2 ans maintenant, qui dit que le management en France ne va pas du tout, il est beaucoup trop vertical. Il conduit aussi d'ailleurs à des évaluations basées sur de mauvais critères qui défavorisent les femmes dans leur carrière. Ça devrait être discuté, ça devrait être négocié.
Et puis de vraies politiques publiques de soutien à la vie familiale, à l'aidance, à un vrai service public de la petite enfance, par exemple. Et les récents scandales révélés notamment par le livre Les Ogres de Victor Castanet sur le business des crèches, notamment privées, montrent qu'on a besoin d'un investissement public fort. Des autorisations d'absence, ça a été dit tout à l'heure. Et là, on est en train de revenir dans la fonction publique sur les autorisations spéciales d'absence. Enfin, c'est le monde à l'envers qui se passe. La question de soutenir les politiques de préservation de la fertilité. On rembourse à 100% la congélation d'ovocytes entre 29 et 37 ans. C'est très bien, mais en Ile-de-France, le temps d'attente, il est de 2 ans. Et en Ile-de-France sont concentrés 45% des cadres de ce pays. Donc il n'y a juste pas les moyens de prendre en charge la demande des femmes cadres qui sont concernées aujourd'hui. Et puis on a besoin de vraies politiques publiques de protection de la grossesse. Là aussi, ça a été abordé également ce matin. Intégrer ces questions dans les documents uniques d'évaluation des risques. Ce que propose la CGT aussi, c'est qu'il y ait des visites de la médecine du travail pour les grossesses particulières, les grossesses à risque, les primipares, les grossesses à partir de 38 ans, etc. La question des discriminations liées à la grossesse. Et là, c'est un lien avec la directive. Mais la directive, elle va écraser l'index égalité femmes-hommes, théoriquement. Hein, c'est ce qui est prévu dans le projet de loi. Donc l'index égalité femmes-hommes qui est par ailleurs contestable pour plein de raisons parce que c'est une machine à opacité, le cache-sexe qui a été évoqué plus tôt. Mais en fait, l'intérêt aussi de l'index, c'est qu'il proposait un indicateur sur les rémunérations après la grossesse. Et ça n'y figurera plus. Et c'est quand même un problème, particulièrement pour les catégories ingénieurs, cadres, techniciens. Donc pour moi, le syndicalisme a tout son rôle à jouer là, dans la période. Les négociations de classification, les négociations seniors qui s'ouvrent dans les entreprises pourraient évoquer la question de l'aidance, l'aidance du parent qu'on doit prendre en charge. Va s'ouvrir le débat sur le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2027. C'est maintenant qu'on doit mettre dans le débat public la question du service public de la petite enfance, la question de l'état de nos EHPAD, de nos hôpitaux, etc. Et puis, le débat parlementaire sur la directive va être le moment où on va devoir corriger la copie du gouvernement qui, là, est totalement insuffisante et pas au niveau de ce que prévoyait la directive. Ce qui est intéressant à noter, c'est que je pense que le moment politique est propice. Il y a une mobilisation féministe très forte aujourd'hui autour des violences faites aux femmes et aux enfants. Sauf qu'on ne se sort pas des violences faites aux femmes et aux enfants si on ne garantit pas aux femmes leur autonomie financière. Elles ne pourront jamais quitter ou protéger leurs enfants d'un parent violent si elles n'ont pas l'autonomie financière qui leur permet de le faire. Et pour ça, il faut des vraies politiques publiques et une mise en responsabilité du patronat. Alors, on a un peu parlé des familles monoparentales, on n'a pas parlé des familles homoparentales. Sophie Pochy, il me semble que ce qui est constaté, c'est des ethos plus égalitaires, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai que c'était donc dans le dossier de la revue Travail, Genre et Société qui portait sur la reconfiguration du travail domestique. Il y avait un article qui portait sur les couples homoparentaux et qui montrait que ces couples étaient plus égalitaires dans leur répartition à la fois du travail domestique et du travail parental. Mais on est pour l'instant sur quand même en termes de nombre par rapport aux familles ordinaires. Dans l'enquête famille et employeur, on retrouve cette tendance, mais c'est estimé à 2% des couples. On a commencé à parler d'une vision plus large du travail domestique et parental en parlant de l'aidance. Et je voudrais signaler à quel point cette enquête famille et employeur, donc, qui a été coordonnée de main de maître, je ne voudrais pas m'approprier le travail par Ariane Paillet, Delphine Rémillon et Roméo Fontaine. Et en plus, ils ont vraiment fait tout pour que cette publication soit avec des fiches pratiques à votre destination, puisqu'il y a 62 fiches pratiques
gratuitement que vous pouvez télécharger. Et par exemple, je vous donne un exemple, les prestations sociales et familiales proposées par les employeurs. Vous avez les chiffres en général, les variations suivant les secteurs, et pareil pour un ensemble de choses, dont la question du handicap dans les familles et la question de l'aidance. Et cette enquête, elle permet notamment de donner des ordres de grandeur de chiffres qui sont vraiment importants. On a une vision très validiste pour l'instant encore de la question de l'articulation travail-famille. Donc, par exemple, vous donnez juste un ordre de grandeur. On est sur un échantillon représentatif, population en âge d'activité, 20-65 ans. Et donc, 22% disent que ce soit pour eux ou pour un de leurs proches, conjoints, enfants, parents, 22% sont concernés par le handicap sévère. Donc pour eux ou pour un proche. Et ça monte à plus de 50% si on intègre les handicaps modérés. Évidemment, ça augmente avec l'âge. Les personnes de plus de 50 ans, il y en a 28% qui disent qu'ils sont concernés personnellement ou à travers un membre de leur famille par cette question du handicap. Et c'est très important de le prendre en compte puisque la question, on voit des asymétries de genre de la même manière. Quand un des partenaires est en situation de handicap, l'autre augmente son investissement domestique, mais c'est surtout les femmes confrontées au handicap de leur conjointe. Pareil, si c'est un enfant avec handicap, c'est 8% des parents qui sont concernés par cette situation. Et particulièrement les mères en situation de monoparentalité, et aussitôt, leurs trajectoires professionnelles sont affectées. 30% des mères qui ont un enfant avec un handicap sévère quittent leur emploi dans l'année après la naissance, contre 18% pour les mères d'enfants valides. Et ça va avoir des effets sur notamment la possibilité, elles travaillent davantage à temps partiel ou elles ne travaillent pas. Et elles ont beaucoup de difficultés financières. Et pour les parents handicapés, des personnes qui disent que leur parent a un handicap sévère et que souvent ça va amener une question de travail de proche aidant. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est aussi inégalement positionné, c'est-à-dire que les jeunes de 20 à 29 ans ne sont pas à l'abri de ça. C'est notamment les jeunes de familles modestes. Ils sont 3 fois plus nombreux à être concernés par le handicap sévère d'un parent, 22%, que ceux issus d'un milieu favorisé, mais c'est quand même 7%. Donc voilà, les proches aidants, ça joue un rôle central et c'est estimé dans cette enquête, 23% qui déclarent apporter une aide au moins occasionnelle à un de leurs proches. Et ça a des effets, comme je vous l'ai dit, effets sur le volume horaire, plus de temps partiel et aussi plus de chômeurs. Donc par rapport à ça, si je peux me permettre de poursuivre par rapport à ce qui est évoqué, l'interpellation sur et que fait le patronat et les politiques employeurs, justement l'enquête permet de souligner que les employeurs disent qu'ils ont un rôle à jouer, 90%, pour aider les salariés à concilier leur vie privée et professionnelle, notamment pour favoriser leur bien-être. Alors le discours de la qualité de vie au travail s'est diffusé, ou pour fidéliser la main-d'œuvre. Il y a des enjeux d'attractivité aussi. Mais l'enquête permet de regarder ce qu'ils font concrètement. Et donc, par exemple, les prestations en nature, comme les crèches, les places en crèche, que ce soit crèche d'entreprise ou places en berceau, c'est simplement 7% des établissements. Les aides financières sont un peu plus fréquentes, mais c'est surtout pour des événements ponctuels. C'est pas mal d'avoir une prime à la naissance ou une prime pour son mariage et son PAX, mais ça ne change pas grand-chose sur la question du conflit temporel travail-famille. Et les aides régulières, type chèque CESU, pour aider aux frais de garde, on le trouve surtout dans les grandes entreprises. Et donc, il y a d'autres, évidemment, dispositifs. Par exemple, les congés enfants malades, on en a parlé. Alors là, on voit une vraie différence entre les employeurs publics, où les congés pour enfants malades sont de droit, de 6 à 12 jours. Ça concerne 100% des établissements. Par contre, on n'a pas du tout la même, du côté des employeurs
privés, ils offrent des congés pour enfants malades, 47% pour les entreprises publiques, 20% pour le privé non lucratif et simplement 7% pour le privé lucratif. Donc on voit vraiment une gradation suivant le type de contexte professionnel et en fait, ce que montre l'enquête, c'est que les politiques d'employeurs créent une égalité de droits suivant l'endroit où vous travaillez. C'est-à-dire, et ça on l'avait aussi vu dans des enquêtes que j'ai réalisées avec Cécile Guillaume sur les accords en matière d'égalité professionnelle qui contiennent des mesures parentalité ou spécifiquement sur les dispositifs parentalité. Les grandes entreprises lucratives de cadre ont tendance à offrir davantage de dispositifs, notamment autour de cette idée d'attractivité, de répondre aux aspirations des jeunes cadres, notamment des pères. Donc c'est là qu'on voit les congés paternité qui sont rémunérés intégralement ou plus rallongés. Et d'ailleurs, les cadres les prennent quasiment intégralement maintenant. Le congé paternité, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Alors que quand on va dans les secteurs où sont concentrées les femmes, les secteurs des services avec les emplois à prédominance féminine, on voit des congés pour enfants malades moins réduits, beaucoup moins de souplesse horaire. Et dans le secteur public, on a au contraire des métiers où il y a très peu de souplesse horaire, très peu de télétravail. Dans les métiers du soin et du lien sur lesquels Rachel et Séverine Lemierre ont fait beaucoup d'enquêtes. Voilà, en gros, donc, il y a beaucoup de travail à faire pour que dans les accords égalité professionnelle, il y ait de vrais dispositifs budgétés et que ce ne soit pas uniquement des services, des aides financières, mais que ça intègre aussi une réflexion sur l'organisation du travail et notamment davantage de souplesse horaire, pas d'obligation de déplacement, par exemple, pour en retour de congé maternité, lutter contre la discrimination au retour de congé maternité. Et c'est vrai que là, s'il y avait un élément qui était intéressant dans l'index, c'était bien ça. C'était d'obliger les employeurs à appliquer le droit, cette augmentation générale au retour à la grossesse. Tous les syndicalistes qu'on avait interviewés disaient à quel point c'était l'index qui avait vraiment permis aux employeurs de se rendre compte que ah non, on n'a pas le droit de mal l'évaluer et donc de ne pas lui donner de prime parce qu'elle a été absente pendant son congé maternité. Il faut respecter cette augmentation à la moyenne, c'est qu'ils découvraient le droit. Et donc, ça serait vraiment dommage qu'au moment de la transposition, on perde ce qui était un élément important, puisque c'était vraiment, on faisait le lien entre parentalité et salaire, et on obligeait à appliquer le droit. C'était la question que j'allais vous poser, mais vous devancez mes questions en conclusion, pas du tout, non, je vous en prie. Est-ce que ces politiques de parentalité en entreprise, en fait, est-ce qu'elles ne laissent pas dans leur angle mort l'intensification du travail? Oui, c'est ça, c'est qu'on voit des DRH. Alors, les DRH, ce sont de plus en plus des femmes qui ont souvent un discours plutôt progressiste, qui veulent améliorer la situation des mères. Elles vont d'ailleurs, pour certaines, en être bénéficiaires. Elles peuvent aussi vouloir défendre une vision plus ouverte de la famille, avec par exemple les congés second parents et pas une vision traditionnelle de la famille hétérosexuelle. Mais c'est penser à travers des services individualisés. Intégrer la question de l'articulation des temps dans l'entretien annuel, donner des droits à congé. Dans certaines entreprises, il y a des choses qui sont assez intéressantes quand même, de pouvoir poser ses congés en fonction de sa situation quand on est dans des couples à garde partagée. Ça peut être des réponses à des vrais problèmes. Hein. La garde partagée étant très développée parmi les couples de cadres qui ont les moyens d'avoir deux lieux qui permettent d'accueillir les enfants. C'est moins le cas dans d'autres couples. Mais
ça n'est pas du tout une analyse féministe qui regarderait l'organisation du travail et comment les normes présentées comme neutres de l'organisation du travail ont tendance à privilégier un travailleur idéal construit au masculin neutre. Malheureusement, ça, ce sont plutôt, alors si je peux me permettre, les femmes syndicalistes qui portent beaucoup plus cette question de la parentalité, avec des collègues, alors ce n'est peut-être pas votre cas puisque là vous êtes présents, mais parfois des syndicalistes hommes qui considèrent que par exemple les politiques publiques prennent en compte déjà cela et c'est pas au centre de leur agenda revendicatif, contrairement à l'égalité salariale par exemple. Et ce qui pose même, y compris des questions dans le monde militant, des réunions qui durent tard le soir, de syndicats, etc., que les gens présents dans la salle connaissent bien. Hélène Garner, un dernier. Oui, peut-être pour rebondir sans revenir sur les inégalités de salaire qui ont déjà été discutées, mais chez les cadres, les inégalités de salaire, elles perdurent. Elles sont un peu plus fortes que la moyenne sur l'ensemble des salariés. Et elles sont en partie dues à de la ségrégation professionnelle, c'est-à-dire que les femmes cadres, elles sont plus souvent dans des secteurs qui sont moins rémunérateurs. Elles occupent moins des fonctions d'encadrement, de management, de direction. Elles sont aussi un peu plus souvent à temps partiel, et notamment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les mères cadres sont quand même beaucoup plus à temps partiel que les pères cadres. Donc c'est moins courant chez les cadres, le passage à temps partiel avec la parentalité, mais ça existe. C'est quand même 14% des mères cadres. Et on sait l'impact que ça a sur les carrières, les salaires, la retraite. Donc ces inégalités de salaire, elles ont différentes composantes. Et c'est vrai que l'accès au management, et on l'a dit, les normes d'organisation du travail des managers, elles ne sont pas construites pour des parents. Et il y a vraiment un travail de déconstruction à faire aussi pour faciliter l'accès à ces fonctions dont on sait qu'elles sont par ailleurs de moins en moins prisées. En tout cas, l'attractivité du management, c'est une vraie question. Et nous, ça nous interroge aussi beaucoup à l'APEC. Comment accompagner des cadres à devenir managers, comment fidéliser des cadres à rester managers. Parce que ce qu'on voit dans nos enquêtes sur le management, c'est que il n'y a pas de rejet du management. Ça reste toujours une voie de progression de carrière. Néanmoins, il y a une baisse de l'attractivité, notamment chez les plus jeunes, parce qu'ils sont complètement conscients que la fonction s'est complexifiée, que les attentes sont énormes et quand on les interroge, ils ne se sentent pas prêts, ils ne se sentent pas mûrs et le coût est trop élevé au regard des avantages, que ce soit en termes de salaire, mais aussi en termes de temps de travail, de disponibilité, moins d'accès au télétravail quand on est manager, des horaires étendus, des responsabilités qui se sont élargies, évidemment de production, mais aussi d'accompagnement des équipes. Quand on regarde les aspirations des cadres, c'est le développement des compétences, l'accompagnement de la vie professionnelle, la qualité de vie au travail. Les managers, ils se sentent en première ligne pour préserver la santé mentale de leurs équipes, alors même qu'ils n'en ont pas complètement les leviers, notamment la latitude organisationnelle. Donc ça aussi, ils sont souvent pris en étau entre des injonctions qui peuvent être parfois contradictoires. Donc être manager et le travail en hybride, la gestion du travail hybride, enfin voilà. Donc le travail, les fonctions managériales se sont énormément complexifiées et elles ont un coût en termes de temps de travail que les femmes ne sont pas toujours prêtes à payer. Et donc, si on veut faciliter cet accès, c'est évidemment revoir ces normes aussi pour cet impact sur les salaires in fine et sur leur carrière. Agathe Le Berner. Oui, je rebondis sur un certain nombre de choses. Il y a quand même un impact très fort quand même des dernières lois sur le travail récentes qui ont conduit à désarticuler complètement le droit du travail et la hiérarchie des normes et conduit à ce que justement les entreprises aient des politiques de parentalité différentes. Notamment, il y a eu une grosse bataille au moment de la loi travail sur les congés. Enfin, c'était horrible. Les débats, c'était les congés sur quand ton enfant décède, à combien de jours tu as droit garanti. Enfin, c'était n'importe quoi. Et c'est ce que ces lois travail ont fait. Elles ont désarticulé le droit du travail pour que la négo, elle se passe dans l'entreprise et le rapport de force
divorce, il doit être construit dans l'entreprise. On ne peut plus obtenir de grandes garanties collectives au niveau des branches. Ça dépend des sujets, évidemment, mais ça montre aussi la stratégie patronale qui, je pense, il faut qu'on l'ait bien en tête, et elle est plutôt bien cohérente. D'abord, je trouve très intéressant les éléments sur la sociologie des dirigeants qu'on a entendu, qui peut expliquer leur réticence, effectivement, dans les négos qu'on a sur ces sujets, à changer concrètement les choses pour changer la vie des salariés. Deuxièmement, c'est évidemment pour le capital, le travail des femmes, un lieu d'économie majeur qui réalise, et en fait, ils font leur profit sur notre dos, il faut bien se le dire. C'est le capital qui gagne sur ces économies qui font sur nos salaires, mais aussi nos conditions de travail, etc. Et puis, d'un point de vue de l'aidance, c'est aujourd'hui un marché pour eux, qu'ils ont envahi avec des investisseurs qui décident d'investir dans les crèches, décident d'investir dans les EHPAD, y compris en détruisant les collectifs de travail, les conditions de travail des salariés qui y travaillent. Donc, il faut, je pense, avoir conscience de ça. Une anecdote intéressante d'une négo à laquelle j'ai participé, la négociation interprofessionnelle Pacte de la vie au travail puis emploi des seniors, il y a dans la prévoyance ce qu'on appelle le degré élevé de solidarité, qui sont des cotisations qui permettent de financer des opérations de prévoyance, et notamment les caisses de prévoyance financent de l'aide aux proches aidants, par exemple, avec ces cotisations. Et ce que voulait le MEDEF, c'était récupérer cet argent pour que ça puisse financer des politiques de prévention des risques professionnels. Rien à voir. Enfin, rien à voir, parce que c'est la caisse accident du travail maladie professionnelle qui couvre ces risques. Et donc, c'est une caisse qui est intégralement financée par les employeurs. Et là, ils voulaient aller taper dans notre caisse à nous, celle qu'on finance aussi avec nos cotisations pour nous payer des dispositifs de solidarité entre salariés, pour venir financer les choses qu'ils sont incapables de mettre en œuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés. Ce que je trouve intéressant, en tout cas, sur ce débat, c'est que chausser les lunettes du genre, ça a été dit plus tôt, ça permet vraiment de trouver des voies d'accès, à mon avis, en tant que syndicaliste, dans toutes les négociations, dans toutes les discussions, toutes les concertations. On peut gagner des petites choses qui vont changer concrètement la vie des collègues et la rendre plus simple. Et la force de la CGT, à mon avis, évidemment, je parle de notre syndicat, mais c'est évidemment d'organiser à la fois via son UGIC, les ingénieurs cadres techniciens qui ont des problématiques spécifiques en lien avec l'organisation du travail, la parentalité, mais aussi les ouvriers employés, dont beaucoup d'employés sont dans les services d'aidance, de petite enfance, et de faire en sorte que gagner la reconnaissance des qualifications, par exemple pour les salariés de la petite enfance, ça bénéficie directement aux femmes ICTAM qui ont besoin de soutien pour pouvoir aussi avoir une carrière. Donc ça montre à quel point les mobilisations interprofessionnelles qu'on construit sont cohérentes pour faire face justement à cette stratégie patronale qui vise à nous retirer des droits. Agathe Leberder, Sophie Pochic, Hélène Garner, merci à vous trois. Merci à vous dans la salle ainsi qu'à vous qui nous réécoutez en podcast et en vidéo. Un salut fraternel à toutes les personnes qui ont préparé et rendu possible ces rencontres. Lisez Options, abonnez-vous aux différents canaux de diffusion numérique de l'UGIC. Salut!